Objectif numéro 5, comprendre les effets induits par le commerce international, gain moyen en termes de baisse de prix, réduction des inégalités entre pays, accroissement des inégalités de revenus au sein de chaque pays, comprendre les termes du débat entre libre-échange et protectionnisme. Pour traiter cet objectif d'apprentissage, nous allons travailler en 3 temps. Premier temps, nous montrerons que le commerce international permet de faire baisser le prix moyen des biens et des services. Deuxième temps, nous analyserons les effets du commerce international sur les différents types d'inégalités. Et enfin, troisième temps, nous aborderons les termes du débat entre libre-échange et protectionnisme. Donc, le commerce international permet de faire baisser le prix moyen des biens et des services. Une étude récente de la Banque de France estime que les ménages économisent chaque année 1 000 € par rapport à ce qu'ils dépensaient en 1994 grâce à l'importation de biens finals, des biens que le consommateur, que l'utilisateur final consomme ou investit pour son propre compte. Donc ça, le commerce international ici permet à chaque ménage un gain de pouvoir d'achat de 1 000 € par an à travers les importations de biens finals. La mondialisation se traduit effectivement par des baisses de prix. Une étude parue dans un quotidien révèle ainsi que sur différents types de biens, des ballerines, des jouets, des jeans, eh bien, les consommateurs bénéficient de gains de pouvoir d'achat compris entre 39 et 45%. Par exemple, ils payent un jean 15 € alors que s'il était fabriqué en France, ce dernier coûterait 27 €. Enfin, on peut aussi s'intéresser, des études essayent de le chiffrer, les gains de pouvoir d'achat à travers des baisses de prix qui sont permises par le commerce de biens intermédiaires. Et là, on se rend compte que dans le secteur du textile et du cuir, eh bien, les ménages français, grâce au commerce international de biens intermédiaires, payent eh bien, le textile et les articles du cuir 55% moins cher que s'ils étaient fabriqués en France. Pour le matériel informatique, c'est 45% de prix moins important. Et on se rend compte que c'est quand même très significatif pour un nombre assez important de biens. Alors, comment expliquer cette baisse du prix moyen des biens et des services ? Les objectifs d'apprentissage précédents nous permettent d'apporter un certain nombre de réponses. Tout d'abord, la spécialisation internationale en fonction des avantages comparatifs, que ce soit des avantages comparatifs fondés sur les dotations factorielles ou sur les dotations technologiques, se traduisent par une meilleure utilisation des ressources et donc par une baisse des prix. Le commerce entre pays comparables permet cette fois-ci des économies d'échelle internes à la firme, ce qui signifie que grâce aux échanges de biens similaires entre pays comparables, les entreprises peuvent accroître leur échelle de production et faire baisser leur coût de production unitaire en dispatchant les coûts fixes sur un plus grand nombre d'unités produites. Au final, c'est favorable pour le consommateur qui pourra bénéficier de prix plus bas. Troisième facteur, c'est l'internationalisation des chaînes de valeur qui permet aux entreprises de réduire leurs coûts de production en localisant chaque segment sur le territoire qui possède des avantages comparatifs appropriés pour l'activité en question. Quatrième grand facteur, la concurrence internationale qui, d'une part, incite les firmes à innover, donc à devenir plus productives, à avoir des capacités à baisser leurs prix, et d'autre part, à baisser leurs prix parce que la hausse de la pression concurrentielle oblige les entreprises à baisser les prix si elles veulent préserver leur part de marché. Enfin, dernier élément,
Cette concurrence internationale joue également sur la démographie des entreprises en renforçant la position des entreprises les plus productives et en faisant disparaître les entreprises qui le sont moins. La réallocation des facteurs qui en résultent stimule la productivité moyenne, ce qui est favorable en fait à la baisse des prix moyens des biens et des services. Deuxième partie de ce troisième objectif d'apprentissage, ce sont les effets du commerce international sur les différents types d'inégalités. La première chose qu'on va montrer, c'est que le commerce international diminue les inégalités entre nations, mais dans le même temps, augmente les inégalités à l'intérieur des nations. Et puis le deuxième temps de ce grand B consistera à expliquer pourquoi on assiste à une augmentation généralisée des inégalités intranationales. Alors commençons par l'analyse de l'effet du commerce international sur les inégalités. Inégalités entre nations, mais aussi inégalités à l'intérieur des nations. Pour aborder ces effets, nous allons travailler sur une courbe qui est devenue très célèbre, une courbe réalisée par l'économiste Branko Milanovic, qu'on appelle la courbe de l'éléphant. Alors cette courbe de l'éléphant, elle se présente comme suit. Dans un graphique où, en abscisse, vous avez la distribution mondiale de la population mondiale en partant des individus les plus pauvres, sur la gauche de l'axe des abscisses, et en remontant progressivement sur la droite vers les individus qui sont les plus riches pour trouver tout à droite les individus les plus riches dans le monde. En ordonnée, cet axe nous indique les gains de revenus qui ont été réalisés entre 1998 et 2008 pour chaque catégorie de la population mondiale. Et donc ce qu'on peut voir, c'est que depuis entre 1988 et 2008, on a les personnes qui sont situées autour de la médiane de la distribution des revenus mondiaux, le point A ici, qui ont vu leurs revenus très fortement augmenter. Les augmentations de ces personnes qui sont situées entre les 30% les moins riches, mais en dessous des 30% les plus riches, eh bien, ont vu leurs revenus sur la période 88-2008 progresser entre 60 et 80%. Alors, qui sont ces individus? Ce sont essentiellement les populations qui vivent dans les pays émergents, donc les classes moyennes, urbaines, de la Chine principalement. Leur revenu a considérablement augmenté parce que la Chine a su s'insérer dans les chaînes de valeur mondiales et capter une partie importante de la production mondiale. Dans le même temps, les personnes qui sont situées au-dessus des 75% des personnes les plus pauvres, mais en dessous des 5% des personnes les plus riches, ont connu une faible progression de leurs revenus. C'est-à-dire soit une stagnation, soit une progression de quelques pourcents, au mieux une dizaine de pourcents en 20 ans. Donc en fait, pour ces personnes-là, finalement, la période se caractérise par une non-progression des revenus. Ces personnes-là, ce sont les classes populaires et les classes moyennes inférieures des pays développés, donc qui ont en l'occurrence connu une très forte stagnation de leurs revenus. Pour terminer, le point C représente le 1%, le top 1% de la distribution des revenus mondiaux, donc les 1% les plus riches. Et ces 1% les plus riches ont vu leurs revenus très fortement augmenter sur la période, puisque leur revenu a augmenté de 65%
Donc là, cette courbe de l'éléphant, elle est assez extraordinaire parce qu'elle nous permet de comprendre ce qui s'est passé entre les années 90 et la période contemporaine. C'est-à-dire que sur cette période, nous avons eu la mondialisation qui a eu des effets très ambigus sur les inégalités. D'une part, la mondialisation a permis de baisser les inégalités de niveau de vie entre nations, c'est-à-dire que désormais, les personnes qui vivent dans les pays émergents ont des écarts de revenus beaucoup moins importants qu'auparavant avec les personnes qui vivent dans les pays développés, puisque les personnes vivant dans les pays émergents ont vu leurs revenus progresser de l'ordre de 60 à 80%, alors que la majorité de la population des pays développés a vu ses revenus stagner ou très faiblement augmenter. Donc on se rend bien compte qu'on a un resserrement des inégalités de niveau de vie entre les nations, donc les niveaux de vie, c'est-à-dire le RNB par habitant, le revenu national brut par habitant, les écarts ont tendance à se réduire. Mais aussi dans le même temps, ce qu'on constate, et ça c'est très bien renseigné par cette courbe de l'éléphant, c'est qu'à l'intérieur des pays développés, vous voyez, dans les 20% les plus riches de la population mondiale, eh bien, les classes moyennes, les classes populaires qui sont ici, ont vu leurs revenus stagner ou ne pas progresser, et dans le même temps, les plus riches ont vu leurs revenus très fortement augmenter. Donc ça montre bien qu'on a également une hausse des inégalités de revenus à l'intérieur des nations. Donc là, il faut être très clair, quand on parle de relation entre mondialisation et inégalité, il faut clairement spécifier de quelle inégalité on parle. La mondialisation a fait baisser l'inégalité internationale, c'est-à-dire les inégalités de niveau de vie entre les nations, mais dans le même temps a augmenté les inégalités à l'intérieur des nations. Alors ces effets ambigus de la mondialisation sur les inégalités sont très bien documentés par les travaux de François Bourguignon. Donc François Bourguignon, il nous montre que depuis les années 90, on a effectivement une baisse de l'inégalité entre pays qui est extrêmement marquée. Et c'est assez remarquable parce qu'en fait, depuis le 19e siècle, les inégalités entre pays, autrement dit l'inégalité internationale, n'avaient fait qu'augmenter au cours du temps. Par contre, ce que l'on constate, c'est que les inégalités au sein des pays qui avaient diminué au cours du XXe siècle de manière continue, c'est la courbe en jaune qui est ici, eh bien, se mettent à augmenter à partir des années 90. Donc on voit bien ce doux mouvement des inégalités, baisse des inégalités internationales, augmentation des inégalités internes. Alors on peut raisonner sur l'inégalité mondiale. L'inégalité mondiale, autrement appelée inégalité globale, soit la courbe en rouge, on se rend compte qu'elle diminue depuis les années 90. Ça veut dire qu'en fait, en termes d'inégalité entre tous les citoyens du monde, l'effet de la baisse de l'inégalité entre les nations l'emporte sur l'augmentation des inégalités à l'intérieur des nations, si bien que le monde devient moins inégalitaire. On a donc affaire à un phénomène d'internalisation de l'inégalité mondiale, dans le sens où les inégalités entre les citoyens du monde s'expliquent de plus en plus par des inégalités à l'intérieur même des nations et de moins en moins par des inégalités entre les nations. Mais il faut être prudent dans cette interprétation parce que finalement, cette inégalité internationale, elle est encore très majoritairement due à l'inégalité entre les nations. En 2000,
en 2010, en 2011, cette inégalité internationale contribue encore à expliquer près de 70% de l'inégalité mondiale. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que concrètement, les inégalités internes n'expliquent qu'un tiers de l'inégalité mondiale. Même si leur poids augmente, ils restent encore minoritaires. Alors maintenant, comment est-ce qu'on peut expliquer l'augmentation généralisée des inégalités intranationales? Alors, ces inégalités intranationales, on les constate aussi bien dans les pays développés que dans les pays en développement. Et ceci, quel que soit l'indicateur d'inégalité qui est retenu. Qu'on se centre sur la part des 1% les plus riches dans le revenu national ou le top 10%. Donc on se rend compte que dans tous les pays en développement, cette part augmente. Si on prend un pays, par exemple, comme la Chine, le top 1% se partageait 5% du revenu national en 1980 et en 2018, il se partage, il capte plus de 15% du revenu national. Vous voyez, là, il y a une multiplication par 3. Pour le top 10%, on voit à peu près la même chose. Et ce qui est vrai dans les pays en développement est également vrai dans les pays développés. Donc, les inégalités intranationales augmentent à la fois dans les pays développés, mais aussi dans les pays émergents. Alors, pour les expliquer, il y a un lien avec le commerce international. Il n'y a pas un facteur qui est mono-explicatif, mais la mondialisation joue un rôle certain dans le développement de ces inégalités. La première chose à laquelle on peut penser, c'est la fragmentation internationale des chaînes de valeur. Cette fragmentation internationale des chaînes de valeur a débouché sur la localisation, notamment des activités d'assemblage, des activités de fabrication, dans des pays à bas coûts salariaux. Ça s'est donc traduit dans les pays développés par une très forte baisse de la demande de travail peu qualifié. Cette baisse de la demande de travail peu qualifié induit soit du chômage, soit une baisse des salaires, mais dans les deux cas, vous voyez, on a un creusement des inégalités par le bas. Et puis, cette fragmentation internationale des chaînes de valeur dans les pays développés, elle se traduit aussi par la création de nombreuses activités qui nécessitent du travail qualifié. Donc le travail qualifié voit sa demande augmenter dans les pays développés. Et le prix de ce travail qualifié, autrement dit le salaire des plus qualifiés, le salaire de ceux qui ont du capital humain augmente. Et là on voit bien la dynamique qui est en jeu, les inégalités se creusent puisque les rémunérations des moins qualifiés diminuent et leurs emplois disparaissent, alors que les rémunérations des plus qualifiés ont tendance à augmenter. Ça, c'est ce qui se passe dans les pays développés et c'est la conséquence de la fragmentation internationale des chaînes de valeur. Dans les pays en développement, cette fragmentation internationale des chaînes de valeur contribue aussi à augmenter les inégalités. En effet, la mise en œuvre d'unités de production dans lesquelles on fait de l'assemblage, dans lesquelles on fait de la fabrication, développe un secteur moderne. C'est-à-dire que dans ce secteur moderne, il y a des entreprises qui sont plus productives. Et ces entreprises qui sont plus productives, elles versent certes des salaires qui sont plus faibles que les salaires qui étaient versés dans les pays développés, mais qui sont supérieurs à ceux qui sont proposés aux habitants des PED travaillant dans le secteur traditionnel. Et là, encore une fois, cette internationalisation de la chaîne de valeur creuse les inégalités entre ceux qui travaillent dans le secteur moderne, et ceux qui sont restés dans le secteur traditionnel. Et on comprend justement la hausse des inégalités à la fois dans les pays en développement et dans les pays développés. Deuxième explication, c'est lié à une théorie qui est née dans les années 80 avec un économiste qui s'appelle Sherwin Rosen et qu'on appelle l'effet superstar. Alors l'effet superstar, c'est le produit
de l'interaction entre les technologies numériques et l'internationalisation de nos économies. En l'occurrence, les technologies numériques permettent aux offreurs de capter l'intégralité de la demande mondiale parce qu'ils peuvent reproduire leurs services à un coût marginal qui est presque nul. C'est un énorme changement par rapport aux technologies précédentes où finalement, lorsque vous preniez un nouveau client, il fallait embaucher du personnel qui était parfois un petit peu moins qualifié et qui faisait que vos coûts avaient tendance à augmenter au fur et à mesure que vous preniez davantage de parts de marché. Si bien qu'à un moment, vous étiez évincé du marché et vous deviez arrêter de prendre des clients. Ça, c'est terminé en fait avec les technologies numériques. Les technologies numériques font que les offreurs peuvent s'accaparer une très grande part du marché, voire la totalité du marché. Et désormais, ce marché, la demande, elle est mondiale. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Ceux qui sont un petit peu plus talentueux que les autres vont capter quasiment l'intégralité de la demande, et puisqu'ils captent l'intégralité de la demande, vont avoir des rémunérations qui vont avec. Alors là, on peut prendre l'exemple par exemple de Waze. Quand Waze est sorti, Waze c'est un GPS intelligent qui prend en compte les conditions de trafic. Donc on associait la technologie du GPS et la technologie des réseaux sociaux. Eh bien, ce nouveau produit, ce nouveau service, l'a emporté sur tous les autres services de GPS. Tout le monde est passé sur Waze parce que c'était un service qui était de meilleure qualité que d'autres, un peu meilleur pour guider le consommateur dans ses déplacements. Et évidemment, les fondateurs de Waze sont devenus extrêmement riches, alors que dans le même temps, ceux qui étaient à la tête d'autres applications ont vu leurs revenus totalement s'écrouler. On peut aussi utiliser cet effet superstar dans le monde de l'édition. Dans le monde de l'édition, on peut penser à J.K. Rowling, qui est l'auteur d'Harry Potter. Désormais, avec la technologie numérique, reproduire un livre d'Harry Potter, le coût marginal de reproduction, c'est quasiment nul, c'est proche de zéro. Ça veut dire que vous pouvez vous adresser à toute la planète, sachant que désormais, il y a très peu de barrières aux échanges. Et J.K. Rowling est un des premiers auteurs à être devenu milliardaire. Donc là, on se rend bien compte que la mondialisation, conjuguée à la technologie numérique, elle produit des inégalités immenses entre ceux qui sont des stars et ceux qui ne le sont pas. Les stars voient leurs revenus exploser, et ceux qui n'ont pas des stars n'ont quasiment plus rien. Enfin, dernier facteur explicatif, c'est un facteur qui renvoie à la géographie. C'est-à-dire que la mondialisation réduit les barrières aux échanges, et comme les barrières aux échanges sont réduites, les entreprises désormais se disent qu'elles peuvent localiser leur activité là où c'est le plus rentable pour elles. Et en l'occurrence, c'est souvent très rentable de se localiser à proximité d'autres entreprises, à proximité de grandes universités, à proximité de grands laboratoires de recherche. Elles en retirent des avantages en termes de productivité, en termes de savoir, en termes d'approvisionnement en consommation intermédiaire, qui seront des consommations intermédiaires très spécifiques, en termes de recrutement. Et ça, cette mondialisation, elle débouche sur quoi? Elle débouche sur une forme de métropolisation. C'est-à-dire que les facteurs de production ont tendance à se concentrer sur certains territoires. On le voit bien dans le cas français, avec une activité qui se concentre assez fortement dans les différentes métropoles,
et des revenus moyens qui sont infiniment supérieurs à ceux qu'on peut constater dans les périphéries. On a donc présenté 3 facteurs explicatifs qui permettent de faire le lien entre le commerce international et le développement des inégalités intranationales. Cela nous conduit à parler des termes du débat entre libre-échange et protectionnisme. Mais quel est le lien en fait entre le protectionnisme et le libre-échange et les inégalités? On vient de montrer qu'avec la mondialisation, la distribution des revenus était changée, était modifiée. Et cette mondialisation, si elle fait des gagnants, elle fait aussi des perdants. Donc les perdants, c'est ceux qui vivent dans les périphéries par rapport aux métropoles, c'est ceux qui ont un peu moins de talent par rapport à ceux qui sont des stars, ce sont ceux qui sont moins qualifiés par rapport à ceux qui sont plus qualifiés. Et évidemment, ces perdants de la mondialisation, c'est plutôt les classes populaires et les classes moyennes inférieures des pays développés. Et ces classes populaires et ces classes moyennes inférieures des pays développés, elles ont tendance à être frustrées, à ressentir une très forte frustration vis-à-vis de la mondialisation. Et elles expriment, de ce fait, une forte demande politique de protectionnisme. Alors le protectionnisme, qu'est-ce que c'est? C'est mettre en œuvre des barrières tarifaires ou non tarifaires qui sont destinées à limiter les importations et à favoriser la production domestique. Il va s'incarner dans des droits de douane, des subventions aux exportations, des manipulations de taux de change, des quotas d'importation, des restrictions volontaires aux exportations, des normes sanitaires et techniques, des règles de contenu local, etc. On pourrait faire un inventaire à l'après-vert. On en a déjà cité une quantité suffisante. Alors, pour traiter cet item, on va d'abord montrer que les mesures protectionnistes, elles sont demandées, pourtant elles réduisent le bien-être. On essaiera de montrer quels sont les arguments en faveur du protectionnisme. Et enfin, on terminera cet objectif d'apprentissage en présentant les critiques que l'on peut adresser au protectionnisme. Alors tout d'abord, les mesures protectionnistes ne sont pas favorables au bien-être. Si on met en place un tarif douanier, par exemple, donc un tarif douanier, c'est une taxe sur les importations, ça va artificiellement élever le prix qui est pratiqué sur le marché domestique. Et cette hausse de prix, elle est facteur d'inefficacité à double titre, parce qu'elle crée des distorsions du côté de l'offre. Ça permet à des firmes domestiques qui sont moins productives que des firmes étrangères de vendre leurs produits sur le marché national, alors qu'elles n'auraient jamais été assez compétitives pour les vendre si jamais il n'y avait pas eu cette protection. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'économie qui se protège avec des droits de douane, elle met en œuvre une production qui n'est pas assez efficace, parce qu'en fait, on pourrait l'avoir moins cher ailleurs. Et puis, du côté de la demande, quand on a un prix plus élevé, ça se traduit pour le consommateur par une quantité consommée qui sera moins importante. On peut mobiliser ce type d'analyse pour analyser l'effet des subventions et des quotas, qui vont produire des effets assez comparables sur le bien-être domestique. Hausse des prix, baisse de la quantité consommée. Alors, pourtant, il y a des arguments en faveur du protectionnisme. Et ces arguments, on va en présenter 2 grands types. Il y a un premier argument qui est un argument qui renvoie, on l'a présenté en introduction de ce grand C, qui renvoie à des considérations qui sont des considérations éthiques, c'est-à-dire qu'en l'occurrence, on veut du protectionnisme pour lutter, pour corriger les inégalités que produit la mondialisation, qu'on juge injustes. Mais il y a des arguments plus spécifiquement économiques. Et ces arguments économiques pour justifier le protectionnisme, on les retrouve lorsque on a des activités dans lesquelles les rendements d'échelle sont croissants. Donc des activités dans lesquelles il y a des rendements d'échelle croissants, ça veut dire concrètement que lorsque la taille de l'entreprise, la taille d'un secteur, la taille de l'économie augmente, la productivité de l'entreprise, du secteur, de l'économie respectivement, augmente elle aussi. Et justement, quand il y a ces rendements croissants, eh bien,
une entreprise qui naît, un secteur qui s'installe, il a toutes les chances de ne pas être suffisamment compétitif pour faire face aux entreprises, aux secteurs dans les économies qui sont davantage développées et qui sont des économies concurrentes. Et là, au XIXe siècle, Friedrich List a prôné un protectionnisme qu'il qualifiait d'éducateur pour permettre aux industries naissantes, donc là Friedrich List c'est un Allemand, l'Allemagne était en retard de développement par rapport à l'Angleterre, donc il y avait des industries naissantes en Allemagne qui étaient concurrencées par des entreprises anglaises qui avaient un niveau de productivité plus important. Et pourquoi ces entreprises anglaises avaient un niveau de productivité plus important? Parce qu'elles avaient réalisé des économies d'échelle et des économies d'expérience que les entreprises allemandes n'avaient pas encore réalisées. Donc l'argument de Friedrich List, c'était de dire protégeons les entreprises allemandes le temps qu'elles fassent ces économies d'expérience, le temps qu'elles fassent ces économies d'échelle, afin de faire en sorte qu'elles soient suffisamment compétitives pour affronter la concurrence internationale. Mais dans la tête de Friedrich List, quand le retard de compétitivité est comblé, on lève la protection. Donc le protectionnisme est notre voie, le libre-échange notre but. Donc on se rend compte qu'on est sur un protectionnisme temporaire. Cet argument de la protection des industries naissantes a été radicalisé par Joseph Stiglitz. Joseph Stiglitz, en fait, nous dit finalement on peut reprendre l'argument listien en prônant, cette fois-ci, non pas une protection des industries naissantes, mais une protection des économies naissantes. Ici, l'intérêt du protectionnisme, ça va être de permettre l'émergence d'un secteur moderne qui permettra, à travers les externalités technologiques qu'il génère, d'augmenter la productivité moyenne de tous les autres agents économiques. Et de cette manière-là, en fait, on a du protectionnisme qui a un coût. Ce protectionnisme, le coût du protectionnisme, on l'a présenté, c'est une moindre consommation et des prix plus élevés, mais là qui est compensé par le gain qu'on réalise, à savoir qu'en faisant apparaître un secteur moderne, il y a des effets d'entraînement qui permettent de rendre plus efficace tout le reste de l'économie. C'est par exemple le cas lorsque vous mettez en œuvre de l'industrie chimique ou de l'industrie qui renvoie au matériel agricole. Cette industrie, en se développant, permettra d'augmenter la productivité dans le secteur agricole en fournissant de nouveaux services, en fournissant de nouveaux biens de production. Mais en même temps, les recherches qui sont faites dans ce secteur-là pourront aussi bénéficier à d'autres secteurs, l'agroalimentaire, l'industrie automobile, etc., etc. Donc en fait, l'idée du protectionnisme, c'est de favoriser tous ces transferts, toutes ces externalités technologiques. Par-delà le protectionnisme éducateur, les politiques commerciales stratégiques sont un autre argument en faveur du protectionnisme. Quand on parle de politique commerciale stratégique, on prend souvent comme support la concurrence entre Airbus et Boeing. En effet, ces deux firmes entretiennent des interactions stratégiques, ce qui signifie que le résultat de leurs décisions dépend de la manière dont va se comporter l'autre firme. C'est ce que représente la matrice du tableau 12.1, concurrence entre deux firmes, qui montre que si les deux entreprises, Airbus et Boeing, se mettent à produire l'avion grand porteur, les deux entreprises font des pertes. Si une des deux entreprises produit l'avion alors que l'autre entreprise sort du marché, l'entreprise qui produit l'avion fait beaucoup de profit et celle qui sort du marché fait un profit qui est nul.
Donc si c'est Boeing qui produit l'avion, 100 de profit pour Boeing, 0 de profit pour Airbus. Et inversement, si c'est Airbus qui produit l'avion et Boeing qui ne le produit pas, eh bien il y a 100 de profit pour Airbus, 0 pour Boeing. Imaginons que Boeing ait de l'avance sur Airbus dans la conception de cet avion grand courrier, que Boeing a engagé des dépenses pour réaliser cet avion. Eh bien, la décision optimale d'Airbus, ça va être de ne pas s'engager sur le marché, parce que Airbus, à partir du moment où il a conscience que Boeing a déjà justement intégré le marché, c'est qu'il fera, quoi qu'il en soit, des pertes. Donc, ici, on se retrouve dans une situation où Boeing est en monopole sur le marché de l'avion gros porteur, fait beaucoup de profit, et Airbus a renoncé à produire cet avion gros porteur, fait un profit nul, et il n'y a pas d'industrie aéronautique qui se développe en Europe. Pour conjurer cette situation, les autorités européennes ont décidé de mettre en place une politique commerciale stratégique. Une politique commerciale stratégique, ça consiste à accorder une subvention à l'entreprise pour modifier les interactions stratégiques. En l'occurrence ici, eh bien, les autorités européennes accordent une subvention de 25 € à Airbus. Cette subvention de 25 € fait que, quelle que soit la décision de Boeing de produire ou de ne pas produire, eh bien, Airbus réalise des profits. 20 dans le cas où Boeing entre sur le marché, 125 dans le cas où Boeing se retire du marché. La décision d'Airbus est désormais claire. Quelles que soient les intentions de Boeing, Airbus a intérêt à être sur le marché. Si Boeing a engagé des dépenses qui sont inférieures à 5, sa décision optimale sera de se retirer du marché pour minimiser ses pertes. On se rend donc compte ici que la subvention dissuade l'entrée de la firme concurrente, ou du moins l'incite à sortir du marché, et cette subvention rapporte finalement plus qu'elle n'a coûté à l'Europe, 125 de profit pour 25 € de subvention. Mais le problème, c'est qu'on a vu que ces subventions à Airbus, alors de l'autre côté, il y a aussi eu des subventions par la suite à Boeing, mais ces subventions à Airbus, elles ont débouché, on le sait, sur des représailles commerciales. Alors qu'est-ce que c'est que des représailles commerciales? On peut prendre l'exemple d'une guerre commerciale assez récente entre la Chine et les États-Unis. C'est les États-Unis qui commencent en annonçant des taxes sur les importations d'acier, les importations d'aluminium. Et ces taxes entrent en vigueur en ciblant assez particulièrement la Chine. La Chine réagit en disant, eh bien désormais, 128 produits américains subiront aussi des taxes. Et on voit qu'il y a une chaîne de représailles commerciales entre les deux pays. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que oui, le protectionnisme, il peut se justifier économiquement pour un pays, mais le problème, c'est que les partenaires commerciaux ne restent pas sans réagir. Il y a des représailles commerciales. Et ces représailles commerciales, elles sont problématiques. Le protectionnisme, il est aussi moins pertinent dans un monde interconnecté à travers les chaînes de valeur globales. On sait par exemple que il y a une très forte présence de valeur ajoutée étrangère dans les exportations nationales. Dans le cas français, par exemple, on sait que l'approvisionnement en biens et services intermédiaires venant de l'étranger
ça représente à peu près 21% de la valeur de nos exportations françaises. Donc c'est-à-dire que les biens intermédiaires qu'on importe des autres pays du monde, c'est 21% de la valeur de nos exportations. De ce fait, si je mets en place une mesure protectionniste, ça va augmenter le prix des importations de biens intermédiaires, donc ça renchérit les coûts de production des entreprises françaises, on perd en compétitivité prix et on a des exportations françaises qui baissent. Donc là, on se rend compte que le protectionnisme, vous voyez, dans un monde où les chaînes de valeur sont très développées, il peut revenir tel un boomerang sur celui qui l'a initié. Par ailleurs, le protectionnisme va aussi diminuer les importations françaises. Et dans le même temps, les exportations françaises de biens intermédiaires qui sont contenues dans ces importations. Donc aujourd'hui, quand on met en place des politiques protectionnistes, il faut bien avoir conscience qu'à travers les chaînes de valeur globales, celui qui est à l'origine des mesures protectionnistes est également impacté par ces mesures protectionnistes sans qu'il y ait pour autant de représailles commerciales. Alors qu'est-ce qui se passe quand on combine chaîne de valeur mondiale très développée et représailles commerciales? Là, si on reprend l'exemple de la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine, on a un article de deux économistes français, Cécilia Bellora et Lionel Fontanier, qui s'appelle « L'arroseur arrosé ». Et ce que montre cet article, c'est que si on prend en compte les représailles commerciales et les effets négatifs du protectionnisme qui transitent par les chaînes de valeur mondiales, la guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis n'a fait que des perdants. Les États-Unis, on estime qu'ils ont perdu 62 milliards de dollars de valeur ajoutée, et la Chine, 91 000 milliards de dollars de valeur ajoutée. Quand on regarde plus précisément les secteurs, la manière dont ils sont affectés en Chine et aux États-Unis, donc on a sur l'axe des abscisses les États-Unis. Quand on est à gauche, on a une diminution de la valeur ajoutée. Quand on est à droite, on a une augmentation de la valeur ajoutée. Au niveau de la Chine, sur l'axe des ordonnées, quand on est au-dessus, c'est augmentation de la valeur ajoutée. Quand on est en dessous, c'est baisse de la valeur ajoutée. On se rend compte de quoi? On se rend compte que finalement, il n'y a aucun point qui se situe dans ce cadran supérieur droit. Ça veut dire que ces mesures de protectionnisme, elles ne génèrent aucun gain mutuel. Et ce dont on se rend compte, c'est que finalement, ces mesures protectionnistes, elles ont peut-être davantage bénéficié à la Chine, puisque la Chine est gagnante sur un grand nombre de secteurs, les oléagineux, le textile, les autres cultures, les céréales, les fruits et légumes, le textile, la chimie, les véhicules, alors que les États-Unis ont fait des gains essentiellement sur le fer, l'acier, les biens d'équipement et la production métallique. Pour conclure cet objectif numéro 5, il faut retenir que le commerce international permet par des canaux multiples une baisse significative du prix moyen des biens et des services. Le commerce international exerce des effets ambigus sur les inégalités. D'une part, l'inégalité entre les nations a diminué avec l'émergence de grands pays comme la Chine ou l'Inde, qui ont réussi à s'intégrer dans les chaînes de valeur mondiales. D'autre part, les inégalités à l'intérieur des nations se sont renforcées, aussi bien dans les pays développés que sous développement. Les principaux perdants de la mondialisation sont les classes populaires et les classes moyennes inférieures des pays de l'OCDE, c'est-à-dire des personnes, on l'a vu, qui vivent plutôt dans les périphéries, qui sont moyennement qualifiées et qui ne sont pas dotées des talents les plus extravagants. Ces personnes qui sont les perdants de la mondialisation sont évidemment demandeuses de mesures protectionnistes pour améliorer leur sort, pour avoir plus de justice sociale. Donc si le protectionnisme peut économiquement se justifier dans certaines conditions, protectionnisme éducateur, politique commerciale stratégique, il n'en demeure pas moins que cette politique commerciale a de fortes chances
de se révéler désastreuses dans un monde interconnecté à travers des chaînes de valeur mondiales, et encore plus s'ils se greffent des représailles commerciales.